Somnia, des histoires pour s'endormir paisiblement. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter. Ce soir, nous embarquons à bord du train de nuit. Chaque soir, je vous raconte une nouvelle histoire. La ville suintait. Sous un ciel bas et plombé, les néons des enseignes commerciales se reflétaient sur l'asphalte mouillé, créant un chaos de couleurs vives et tristes. Léo marchait, courbé sous le poids invisible de sa propre existence. Chaque jour était une répétition du précédent, une accumulation de petites lâchetés, de compromis silencieux, de sourires usés jusqu'à la corde. Il était rédacteur dans une agence de communication, un alchimiste moderne chargé de transformer le vide en désir, le banal en essentiel. Et à force de manipuler les mots des autres, il avait fini par perdre les siens. Ce soir-là, en quittant le bureau, quelque chose s'était brisé en lui. Une nausée soudaine devant l'écran lumineux, devant le dernier briefing exigeant de créer une émotion authentique pour une nouvelle marque de soda. Il était sorti sans un mot, avait marché sous la pluie fine et s'était retrouvé devant la gare, poussé par une impulsion primitive. Le guichetier lui avait tendu un billet pour le terminus, un nom de ville qu'il ne connaissait pas, au bout d'une ligne qui serpentait dans les montagnes. « Le train de nuit part dans 20 minutes », avait dit l'homme derrière la vitre, sans un regard. C'était tout. Un acte déraisonnable, le premier depuis des années. La gare était un immense corps vide, un estomac de pierre et de verre digérant les derniers échos de la journée. Ses pas résonnaient sous la verrière monumentale, seul signe de vie dans ce désert urbain. L'air sentait le gravier humide, la suie et une amertume électrique. Puis, il le vit, le train. Ce n'était pas une simple machine, mais une créature mythologique, un long serpent d'acier bleu nuit levé contre le quai. Ses hublots, faiblement éclairés, étaient les yeux mi-clos d'un animal ancestral en sommeil. Une fine bande d'aluminium courait le long de ses flancs, une cicatrice lumineuse dans la pénombre. Lorsqu'il poussa la lourde porte du wagon, le monde extérieur fut brutalement amputé. Ici, régnait une tiédeur constante, un air conditionné chargé d'un parfum complexe et rassurant. Un mélange de bois ciré vieilli, de cuir patiné par des milliers de voyages et d'un infime relent d'huile mécanique, le sang noir de la bête. Le couloir était une veine étroite, éclairée par des lampes encastrées qui projetaient des cônes de lumière laiteuse sur la moquette épaisse, d'un bleu marine passé. Ses pas étaient absorbés, rendant sa progression silencieuse, fantomatique. Le compartiment 12B était son sanctuaire, un espace intime, une cellule monacale mobile. Les banquettes, capitonnées d'un velours bordeaux usé jusqu'à la douceur duveteuse, semblaient avoir épousé les formes de tous les rêveurs, de tous les fuyards qui les avaient occupés avant lui. La table centrale, en acajou, portait les cicatrices des tasses, des livres et des regards oisifs. Une éraflure ici, une tache circulaire là, les stigmates de voyage passés. Sur la paroi, une applique murale en laiton, en forme de coquillage art déco, diffusait une lueur dorée et parcimonieuse. Et, détail qui fit naître en lui un sourire fragile, une petite veilleuse fixée au mur, en forme de croissant de lune, projetait sur la table un reflet pâle et serein. Il s'installa près de la fenêtre, avec un soupir, s'enfonçant dans les coussins qui épousèrent immédiatement les courbes de son corps, comme s'il l'accueillait, lui spécifiquement. Il posa son sac sur la banquette d'en face, le seul compagnon de ce voyage qu'il souhaitait solitaire. Dehors, le reflet du compartiment flottait, spectre pâle sur le fond noir de la nuit. Puis, une série de claquements secs parcourut la rame, un langage codé entre les wagons. Une secousse presque imperceptible le pressa contre son siège. Le quai commença à glisser. La ville défila d'abord avec une lenteur cérémoniale, comme si elle hésitait à le laisser partir. Les piliers de la gare, les affiches publicitaires déchirées, la silhouette d'un employé solitaire qui regardait passer les wagons, un cigare au coin des lèvres.
Puis le mouvement s'accéléra, irréversible. Les lumières de la ville se fondirent en traînées fluides, des rubans orangés et blancs qui zébraient la vitre, comme des comètes emportées par le vent de leur passage. Les bâtiments devinrent des masses indistinctes, puis des ombres, puis rien. Le train avait avalé la ville et la recraché dans son sillage, réduite à un souvenir estompé, un mauvais rêve laissé derrière lui. Léo sentit une étrange sensation de libération, comme si des liens invisibles se rompaient un à un. Alors, le son s'installa, le vrai son du voyage. Le tac-tac-tac rythmé, métronome infaillible, des roues passant sur les joints des rails. C'était une vibration plus qu'un bruit qui naissait sous le plancher, montait le long de la structure, traversait les sièges et se logeait dans sa cage thoracique, synchronisant le battement de son cœur au sien. Un battement de cœur mécanique, régulier, puissant, hypnotique. Léo ferma les yeux, se laissant pénétrer par cette pulsion primitive. Le train n'était plus un véhicule, il était un être vivant. Et ce rythme était son souffle, sa chanson. Le léger sifflement du vent le long de la carrosserie se mêlait au roulement pour composer une symphonie continue. Une berceuse qui semblait murmurer à son esprit agité, lui imposant un silence bienveillant. Peu à peu, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité absolue qui régnait au dehors. La banlieue, avec ses zones commerciales éteintes et ses lotissements endormis, défilait dans une indifférence mutuelle. Parfois, la silhouette d'une usine abandonnée se découpait contre le ciel, squelettique et tragique, un mausolée dédié à une industrie révolue. Une fois, les phares balayèrent un terrain de jeu vide, où une balançoire oscillait sous l'impulsion du vent, siège vide à se mouvant pour un fantôme. Ces images de désolation ne le rendaient pas triste, elles lui semblaient au contraire paisibles, réconciliées avec leur propre fin. Il remarqua alors les premières gouttes. Fines et discrètes, une pluie se mit à tomber, striant le noirceur de traces obliques et brillantes. Chaque goutte était un minuscule voyageur à la trajectoire éphémère. Elle s'écrasait sur la vitre, s'étalait en étoiles liquides, avant d'être immédiatement aplatie et étirée par le vent relatif en de longs filaments qui fuyaient vers l'arrière, tels des larmes horizontales. Léo observa, fasciné, le microcosme aquatique qui se jouait sur la surface vitrée. Des gouttes plus grosses, lourdes et lentes, telles des reines capricieuses, traçaient des chemins sinueux à travers les plus petites, les absorbant, grossissant, jusqu'à ce que leur poids les entraîne dans une chute rapide vers le bas de la vitre. C'était une bataille silencieuse, un cycle de vie et de mort qui se rejouait à l'infini sur le verre froid. Et puis, au milieu de ce déluge miniature, il vit la première anomalie, une forme plus pâle, plus légère, qui ne coulait pas mais dansait. Elle tournoya un instant, prise dans le tourbillon d'air créé par la vitesse, une ballerine éthérée dans le faisceau des phares, avant de se poser délicatement sur le verre. Un flocon. Parfait, intact, une étoile de cristal aux branches délicates, une géométrie miraculeuse née du chaos. Il resta là, merveille éphémère pendant une seconde éternelle, défiant les lois de la physique et de la gravité, avant de fondre en une simple humidité, absorbée par le ruisseau de pluie. Son sacrifice n'était pas vain, il était le premier éclaireur d'un nouveau monde. D'autres suivirent, d'abord espacés, timides, puis plus nombreux, plus audacieux. La pluie se fit moins dense, comme si le ciel hésitait entre deux états, entre les larmes et l'oubli. Bientôt, ce fut une véritable averse de duvet blanc qui tourbillonnait dans le faisceau des phares du train. La lumière découpait un tunnel mouvant à travers la nuit, un cône magique où des millions de paillettes dansaient une valse folle et silencieuse avant de s'écraser sur la vitre ou de disparaître sur les côtés, engloutis par les ténèbres. Le train n'avançait plus, il fendait une nuée d'âmes légères. Le son du voyage changea alors, opérant une alchimie sensorielle. Le tac-tac-tac sec et métallique, qui martelait encore le souvenir de la ville, se transforma progressivement en un chuf-chuf-chuf, plus mat, plus feutré, une onomatopée de douceur. La neige en s'accumulant entre les traverses et sur le ballast créait d'une couche absorbante qui étouffait les bruits les plus aigus, les aspérités sonores.
C'était comme si le train avançait désormais sur un épais tapis de velours, dans une bibliothèque géante où l'on aurait chuchoté. Le monde extérieur perdit les angles, les arêtes. Les talus, les toits, les branches des arbres vus furtivement se couvrirent d'une couche uniforme, adoucissant tous les contours, gommant les cicatrices du paysage. La neige imposait son silence, même à travers la paroi de verre. Léo sentit une quiétude physique l'envahir, une détente qui partait de ses épaules, nouée par des mois de tension, pour se diffuser dans tout son corps, liquéfiant les muscles, apaisant le tourbillon de ses pensées. La bataille entre la pluie et la neige était finie. L'hiver avait gagné. Et avec lui, une paix profonde et minérale s'installait en lui. Un grincement léger, à peine perceptible sous le roulement feutré des roues, fit à peine sursauter Léo. La porte coulissante du compartiment glissait avec une lenteur calculée, révélant la silhouette longiligne d'un homme en uniforme bleu nuit. Le contrôleur. Il n'avait pas le visage sévère et pressé des employés de jour, mais des traits creusés par les nuits blanches, des yeux cernés qui semblaient avoir vu défiler des milliers de vies dans l'intimité des wagons. Sa casquette, posée avec une exactitude militaire, portait l'emblème de la compagnie ferroviaire, un aigle stylisé aux ailes déployées, semblant prêt à s'envoler vers les ténèbres. « Votre billet, monsieur ?» Sa voix était étonnamment douce, usée par les années à parler dans le chuchotement nocturne imposé par le sommeil des voyageurs. Une voix qui semblait elle-même recouverte d'une couche de silence, comme les meubles d'une maison inhabitée. Léo lui tendit le rectangle de carton froissé. L'homme le prit avec des doigts fins et pâles, l'examina non pas pour en vérifier la validité, mais comme s'il lisait dans ses plis l'histoire de ce voyage improvisé. Il le poinçonna avec une lenteur ritualiste, le clac du composteur résonnant comme un point final dans le silence, un sceau officiel à poser sur cette fuite. « Long trajet ?» remarqua le contrôleur en lui rendant son billet, son regard glissant vers la vitre où la danse des flocons continuait, hypnotique. Ses yeux, d'un gris pâle presque argenté, reflétaient les tourbillons blancs. « Oui, jusqu'au terminus. » Un léger hochement de tête presque imperceptible. « Les nuits sont longues, dans les hauteurs. Le paysage se répète, le temps s'étire. Certains trouvent cela monotone. » Ses yeux maintenant se posèrent sur Léo, et le jeune homme eut l'impression étrange d'être transparent, comme si cet homme pouvait lire en lui comme dans un livre aux pages cornées. D'autres y trouvent une forme de réponse. Il ne partit pas immédiatement. Il resta un moment appuyé contre le chambranle de la porte, les mains dans le dos, contemplant le compartiment d'un air presque propriétaire. On finit par connaître le moindre recoin de ces montagnes, monsieur. Les fermes qui s'éteignent à 23h12, le ruisseau qui gèle en formant une spirale parfaite après le tunnel numéro 7, l'arbre foudroyé qui ressemble à un vieil homme implorant le ciel. La nuit révèle des choses que le jour ignore. Elle déshabille le paysage, ne laisse que l'essentiel, les formes, les ombres, le silence. Léo l'écoutait, captivé. Cet homme n'était pas un simple contrôleur, il était le gardien des secrets de cette ligne, le chroniqueur des paysages endormis, le psychopompe des âmes en transit. Il était la mémoire vivante de ce train, le seul lien tangible entre tous ces voyageurs anonymes qui avaient, comme lui, cherché refuge dans la nuit. Parfois, dit l'homme plus bas, comme en confidence, je me demande si ce n'est pas le train qui est immobile et si ce ne sont pas les montagnes qui défilent autour de nous, nous offrant leur spectacle pour passer le temps, comme un rouleau de peinture chinois que l'on déroulerait lentement. Nous ne bougeons pas, nous sommes au centre de tout, c'est le monde qui danse pour nous. Sur ces mots, il esquissa un sourire fugace, une fine craquelure dans son masque de fatigue, se redressa et fit glisser la porte, qui se referma sans un bruit, l'absorbant dans le couloir obscur. Léo regardait la place qu'il avait occupée, marquée par une légère empreinte sur la moquette. Cette brève rencontre avait insufflé une âme au train. Il n'était plus seul,
Il voyageait en compagnie du veilleur de la nuit, du gardien des ombres. La phrase du contrôleur tournait dans sa tête, vertigineuse. Et si c'était vrai, et s'il n'avait pas fui, mais était simplement resté immobile, attendant que le monde vienne à lui apportant pièce par pièce le puzzle de sa propre paix. Le train avait repris sa cadence, un bercement régulier qui agissait comme un sésame sur les portes de la mémoire. Les yeux perdus dans le tunnel de neige éclairé par les phares, Léo se laissa emporter non plus vers l'avant, mais vers l'arrière, creusant dans les strates de son propre passé. Le son feutré des roues sur la neige devint le crissement des pas de son grand-père dans l'allée gravillonnée de la maison de campagne. Il revit la bâtisse de pierre isolée au milieu des champs que l'hiver transformait en étendue sauvage et hostile. Il était petit, le nez collé à la vitre gelée de sa chambre, dessinant des formes avec son souffle sur le givre qui fleurissait la surface. Dehors, la neige tombait, tout comme maintenant, effaçant le jardin, la route, le monde. C'était un sentiment mêlé de crainte et d'émerveillement, la peur d'être coupé de tout et la joie secrète de cet isolement, de cette bulle de silence qui enveloppait la maison comme du coton. Son grand-père, un homme taciturne, lui avait un jour dit, en regardant la neige tomber, « Ça lave tout, Léo. Ça met de la ouate dans les oreilles du monde. » Il comprenait enfin. Puis ce fut le souvenir plus récent de ses nuits d'étudiant. Il se revoyait, adolescent, marchant dans les rues désertes de sa ville natale après une tempête de neige. Le monde était méconnaissable, adouci, purifié. Le bruit des voitures, des sirènes, des vies qui s'entrechoquaient avait été remplacé par le crissement unique de ses pas dans la poudreuse, un son sec et satisfaisant. C'était un sentiment de possession étrange, comme s'il était le dernier homme sur terre, le seul témoin d'une beauté secrète et éphémère. Il se souvint d'une nuit où il était resté debout sur un pont, regardant la rivière charrier des glaçons, dans un silence si absolu qu'il entendait battre son propre cœur, fort et précipité, non pas de peur, mais d'une exaltation pure, sauvage. Ces souvenirs n'étaient pas douloureux. Ils étaient comme des cailloux polis par le temps, lisses et froids dans le creux de sa main. La neige avait toujours été liée pour lui à une forme d'attente, l'attente que le monde renaisse différent, l'attente d'un silence qui permette d'entendre battre son propre cœur, de retrouver le rythme perdu de son être. Ce train, en le transportant à travers ce paysage immaculé, réveillait cette attente ancienne. Il n'attendait plus rien de précis comme dans son enfance, un cadeau, une visite, la reprise de l'école. Il attendait simplement d'arriver à lui-même, de retrouver sous les couches accumulées des soucis, des compromis et des fatigues, la simplicité de l'enfant qui regardait la neige tomber, le cœur léger, sans autre désir que celui de l'instant. Un sourire nostalgique, plus profond et plus vrai que le précédent, effleura ses lèvres. Le contrôleur avait raison. La nuit révélait des choses. Elle révélait les paysages intérieurs, les territoires oubliés de l'âme. Elle faisait remonter à la surface intacte les émotions pures que la vie adulte avait recouvertes de cendres. Il se sentait soudain plus léger, comme si le train, en plus de traverser les montagnes, effectuait en lui une archéologie délicate, creusant patiemment pour retrouver l'essentiel, enseveli sous les décombres du quotidien. Un changement dans le son des roues le tira de sa rêverie. Le chuf-chuf-chuf fêtré se fit plus creux, plus résonnant, comme si elle roulait soudain sur du vide. Le train ralentit encore, presque jusqu'à l'arrêt, les freins émettant un gémissement étouffé, puis s'engagea avec une prudence extrême sur une structure qui sonnait différemment sous son poids, un écho métallique et profond. Léo se pencha, essayant de percer l'obscurité, collant son front au verre froid. Et soudain, il n'y eut plus rien. Rien sous la vitre, sauf le vide. Un vide si profond, si absolument noir que l'estomac de Léo se serra, un vertige primal le saisissant. Le train traversait un viaduc, un pont gigantesque jeté entre deux versants de la montagne, comme un défi aux lois de la gravité. Ils étaient suspendus entre ciel et terre, des funambules d'acier au-dessus d'un abîme que la nuit et la neige rendaient plus vertigineux encore, plus abstrait et terrifiant. Ils ne pouvaient distinguer le fond, seulement deviner une profondeur insondable,
un gouffre qui semblait aspirer la lumière elle-même. Puis, la lune, complice, éclaira la scène. Elle révéla une gorge profonde, une entaille sombre et brutale dans la chair blanche de la montagne. Tout en bas, si loin que cela en devenait irréel, serpentait un mince ruban d'argent, une rivière gelée, figée dans son élan. De part et d'autre, les pentes étaient couvertes de forêts qui, de cette hauteur, ressemblaient à de la mousse sur un rocher, un duvet d'un vert sombre, presque noir. Et sur un promontoire, minuscule, incroyable, un village était accroché, une poignée de maisons aux toits ensevelis, une église avec son clocher effilé se dressant comme un doigt pâle pointé vers les étoiles. Aucune lumière, aucune fumée, aucun signe de vie. On aurait dit un village de morts ou un décor de carton-pâte oublié là depuis des siècles, un rêve pétrifié. Le temps sembla se distordre, s'étirer. Le train avançait avec une lenteur solennelle, presque funèbre, comme par respect pour la majesté terrible du lieu. Chaque mètre gagné sur le vide était une victoire. Léo retenait son souffle, hypnotisé par le spectacle à la fois terrifiant et d'une beauté à couper le souffle. Il se sentait minuscule, insignifiant, un simple atome de conscience emporté dans une machine immense au-dessus d'un néant minéral. Et pourtant, il se sentait privilégié. Il était le témoin d'un secret que le jour ne pouvait révéler avec autant de force. La lune, la neige, le vide, le silence, tout concourait à créer un sentiment de sacré, d'immensité écrasante et pourtant apaisante. Ce n'était plus un voyage, mais une procession, une traversée initiatique au-dessus des ténèbres. Lentement, interminablement, le train atteignit l'autre versant. Les roues retrouvèrent le son plein et rassurant de la terre ferme, un chuf assourdi qui était une promesse de stabilité. Le viaduc ne fut plus qu'un souvenir gravé au fer rouge dans sa mémoire, une cicatrice dans la nuit. Mais la sensation de petitesse, elle, persistait. Libératrice. Ses problèmes, ses angoisses, ses doutes, tout cela était tombé dans la vallée, perdu, dissous dans l'immensité noire et silencieuse. Il respira profondément, les poumons remplis d'un air qui lui semblait plus léger, plus rare, comme si lui aussi avait franchi un abîme intérieur. Il avait regardé le vide en face, et le vide lui avait rendu son regard, vide de toute préoccupation terrestre. Le train fit halte dans une gare qui n'aurait pas dû exister. Aucun nom n'était visible sur le bâtiment de pierre sombre, aucune lumière ne filtrait de ses fenêtres aveugles. Le quai était une étroite bande de ciment perdue entre deux murs de sapins enneigés, éclairée par une unique lanterne dont la flamme vacillante luttait faiblement contre l'obscurité gluante. Le silence, lorsque le souffle de la locomotive s'éteignit, était si absolu qu'il en devenait palpable, une substance cotonneuse qui emplissait les oreilles et alourdissait les paupières. Et c'est alors qu'il la vit. Debout, à l'extrémité du quai, à la lisière précise où le cercle de lumière jaunâtre cédait la place aux ténèbres bleutées de la forêt, une femme. Elle portait un long manteau rouge, d'un rouge sang vif et éclatant, qui semblait défier la monochromie régnante, une tache de couleur pure dans un monde en négatif. Elle ne bougeait pas, ne regardait pas le train, mais fixait l'horizon des montagnes invisibles, immobile comme une sentinelle oubliée. La neige, fine et persistante, commençait à recouvrir ses épaules et les mèches de cheveux d'un noir de jais qui s'échappait de son capuchon, dessinant une couronne éphémère. Qui était-elle ? Que faisait-elle là, à cette heure, dans ce non-lieu ? Attendait-elle quelqu'un qui ne viendrait jamais ? Était-elle la gardienne de ce seuil, le symbole vivant de la frontière entre le monde connu et les territoires sauvages de la nuit ? Ou n'était-elle que le fruit de sa fatigue, une hallucination née du manque de sommeil et de l'isolement ? Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'était pas uniquement dur-froid. Cette présence était trop parfaite, trop symbolique, comme un personnage échappé d'un conte nordique. Le sifflet de la locomotive déchira le silence d'un cri strident et impérieux.
annonçant le départ. Le train frémit, prêt à reprendre sa route. Au moment précis où les wagons commencèrent à glisser le long du quai, la femme tourna lentement la tête. Son mouvement était d'une fluidité irréelle, comme si elle était mue par un mécanisme d'horlogerie ancienne. Son regard, d'un vert profond et lumineux, semblable au celui du lynx croisé plus tôt, croisa celui de Léo. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais il y lut une intensité foudroyante, une histoire muette, une mélancolie ancienne qui le transperça et le marqua au fer rouge. Il n'y avait ni appel ni reproche dans ce regard, seulement une reconnaissance silencieuse, comme si elle savait pourquoi il était là, comme si elle voyait en lui le reflet de sa propre attente éternelle. Puis le train prit de vitesse et la silhouette rouge devint une tache minuscule, un point de sang vif sur la toile immaculée, avant d'être avalé par la forêt et la nuit. La vision avait duré moins d'une minute, mais elle laissa en Léo une empreinte indélébile. Elle n'était ni tout à fait réelle, ni tout à fait imaginaire. Elle était devenue un symbole, un énigme posé sur son chemin, un jalon dans la géographie intime de cette nuit. Était-ce une âme perdue? Une allégorie du désir? La personnification de tout ce qu'il fuyait ou de tout ce qu'il cherchait? Il n'avait pas de réponse, et il sentit qu'il n'en aurait jamais. Cette image, il le savait avec une certitude absolue, rejoindrait à jamais le catalogue des mystères qui hantent les nuits blanches et les voyages solitaires. Un souvenir cristallin qui brillera dans sa mémoire chaque fois qu'il pensera à la neige et au silence. Le choc fut sourd, métallique. Un bang, étouffé par l'épaisse couche de neige, suivi d'un grincement terrible qui parcourut toute la rame comme un râle d'agonie. Le train octa, tressauta violemment, projetant Léo contre la table en accageon, puis s'immobilisa dans un silence soudain, total, absolu. Le tac-tac-tac hypnotique des roues avait cessé. Le souffle puissant de la locomotive s'était éteint. Le léger ronronnement de la climatisation, fond sonore constant dont il n'avait même plus conscience, avait disparu. Même le grincement structurel habituel du wagon s'était tu. Pour la première fois depuis le départ, Léo se retrouva plongé dans un silence si parfait, si épais et si lourd qu'il en avait la consistance physique du plomb dans les oreilles. C'était un silence qui pesait, qui oppressait, un vide acoustique si violent qu'il en devenait une présence en soi. Dehors, la neige continuait de tomber, muette, implacable. Le tunnel de lumière des phares s'était éteint, plongeant le wagon dans une pénombre bleutée, éclairé seulement par la lune voilée qui filtrait à travers les cristaux de glace. Ils étaient bloqués au milieu de nulle part, au cœur d'une forêt dense et inconnue, ensevelie sous la nuit et l'hiver, coupés du monde. Une forteresse de silence les emprisonnait. Les premiers instants furent étranges, déstabilisant. Sans le bruit et le mouvement constant, Léo eut l'impression que le monde s'était arrêté, que le temps lui-même avait cessé de s'écouler. Il percevait le battement affolé de son propre cœur, un tambour sourd et précipité contre ses côtes, le léger sifflement de sa respiration, le froissement du velours sous ses doigts qui se crispaient. Puis d'autres bruits, infimes, émergèrent du néant. Le craquement du bois du wagon se contractant dans le froid mortel, le frôlement d'une branche chargée de neige contre la vitre, un son soyeux et menaçant, le souffle à peine audible du vent au dehors, un murmure lointain qu'il n'avait jamais vraiment entendu jusqu'alors, noyé qu'il était par le vacarme du voyage. Il n'y eut pas de panique, aucun cri, aucun mouvement précipité dans les couloirs. Les autres voyageurs, s'il y en avait, semblaient avoir accepté cette interruption avec la même résignation tranquille, la même torpeur fataliste. C'était comme si le train, épuisé par son effort titanesque pour traverser la nuit et les montagnes, avait simplement décidé de faire une sieste,
une pause méritée au cœur de son royaume de glace. Cette sérénité collective, devinée plutôt que perçue, fut contagieuse. Léo regarda par la fenêtre. L'immobilité totale offrait un nouveau point de vue sur le paysage, une contemplation statique et minutieuse. Il pouvait maintenant observer les détails infimes, la façon dont la neige s'accumulait en couches successives et parfaites sur une branche de sapin, pliant le bois vivant sous son poids. La trace délicate et éphémère d'un oiseau ou d'un petit rongeur qui avait sauté près de la voie, une écriture secrète sur la page blanche, les cristaux de givre qui dessinaient des fleurs, des fougères, des galaxies entières sur la surface intérieure de la vitre, un art éphémère et sublime. C'était une beauté statique, patiente, qui n'était plus dévorée par la vitesse, mais qui se donnait le temps d'être admirée, décortiquée, absorbée. Cette panne, au lieu d'être une source d'angoisse, se révéla être un cadeau inattendu, l'apothéose du voyage, un moment suspendu, une parenthèse dans la parenthèse, un silence dans le silence. Ici, plus de destination, plus de mouvement, plus de futur. Seul l'instant présent étiré à l'infini, dans sa nudité glaciale et magnifique. Léo ferma les yeux et, pour la première fois de la nuit, il s'endormit vraiment, non pas vaincu par la fatigue, mais consentant. Bercé non plus par le mouvement, mais par l'immobilité même, par ce silence minéral qui entrait enfin en résonance avec le silence qui, peu à peu, s'installait en lui. Le réveil fut aussi doux et progressif que l'endormissement. Un frémissement presque imperceptible parcourut la rame, suivi du ronronnement retrouvé, familier et rassurant, de la climatisation. Puis, avec une délicatesse surprenante, comme si elle craignait de briser le sortilège, la locomotive se remit en mouvement, reprenant sa progression lente et obstinée à travers le blanc manteau. La panne n'avait duré qu'un peu plus d'1 heure, mais cette heure avait semblé être un fragment d'éternité volé au temps normal, une plongée dans les abysses du calme. Le jour n'était pas encore levé, mais une lueur laiteuse, précurseur de l'aube, commençait à estomper le noir profond du ciel à l'horizon est. La neige avait cessé de tomber, et le paysage, qui se dévoilait lentement, comme un négatif se développant dans une chambre noire, était transformé. Le train descendait maintenant le flanc de la montagne, suivant le cours sinueux et deviné d'une rivière dont on apercevait par endroits la carapace de glace luisante, une cicatrice sombre sur la peau pâle de la vallée. C'est alors qu'il les vit. D'abord, ce ne fut qu'une lueur orangée, unique et lointaine, accrochée à flanc de montagne comme une luciole perdue. Puis une autre, et encore une autre, puis des dizaines semées dans l'obscurité comme des pépites de soleil, des braises de vie dans le grand corps froid de la nuit. Le train s'engagea dans un long virage en épingle à cheveux, et le village tout entier se dévoila, lové dans le creux de la vallée, protégé par un cirque de montagnes majestueuses. Ce n'était pas le village fantôme et minéral aperçu du viaduc, celui-ci était vivant, palpitant d'une existence discrète et ordonnée. Les lumières, jaunes et chaleureuses, brillaient aux fenêtres des chalets de bois massifs, aux toits pentus alourdis par des couches successives de neige. Des cheminées de pierre exhalaient de fines fumées grises qui montaient droit dans l'air immobile, dessinant des traits pâles et élégants contre la paroi sombre de la forêt. On imaginait sans peine l'intérieur de ces maisons. La grande table en bois ciré où une famille prenait son petit déjeuner avant l'aube, dans la lueur d'une lampe à pétrole. Le poêle en faïence crépitant, diffusant une chaleur qui sentait le pain et la confiture. Les voix basses et les rires étouffés des enfants se préparant pour l'école. Le train ralentit encore, presque au pas, comme par respect pour ce spectacle de vie simple et autarcique, comme s'il passait en silence devant un sanctuaire. Léo aperçut un homme, minuscule à cette distance, qui déblayait le pas de sa porte avec une pelle large, ses mouvements amples et réguliers trahissant une habitude ancestrale. Plus loin, les phares jaunes d'un vieux tracteur à chenilles éclairaient la route qui serpentait vers les hauteurs pâturées, trace courageuse dans l'immensité blanche. C'était un monde à part, un microcosme qui suivait son propre rythme, indifférent au passage du train de nuit,
ancré dans un présent perpétuel et paisible. Ces vies parallèles, ces matins qui commençaient dans la quiétude immuable de la montagne, le remplirent d'une étrange et profonde sérénité. Il n'éprouvait pas le désir d'être là-bas, parmi eux, à affronter le froid et la rudesse de cette vie. Il était parfaitement, absolument heureux d'être ici, dans son cocon de verre et d'acier, à être le témoin privilégié, discret et éphémère de leur réveil. C'était comme regarder un tableau de maître flamand animé, une scène parfaite et autonome dont il ne faisait pas partie, mais qu'il pouvait apprécier dans toute sa pureté, sans désir de possession, seulement avec une gratitude émerveillée. Le village glissa doucement hors de son champ de vision, ses lumières se fondant dans la grisaille de l'aube naissante, ses fumées se dissipant dans les premières lueurs. Mais l'image était gravée en lui, plus nette et plus durable que tout ce qu'il avait vu jusqu'alors, un rappel poignant et bienfaisant que, malgré la solitude apparente du voyage, malgré l'immensité hostile des paysages, le monde était peuplé de vie chaleureuse, de routines réconfortantes, de foyers. Et ça, aussi, faisait partie de la guérison. L'Est n'était plus une simple bande indigo. C'était maintenant une forge céleste où se travaillaient les métaux les plus précieux. Des braises orangées se mêlaient à des veines de pourpre profond, tandis qu'à l'horizon, un or pâle et liquide commençait à suinter, lavant la base du ciel d'un jaune tendre qui annonçait l'inexorable. L'aube n'était plus une promesse lointaine, mais une artiste prenant possession de son atelier, préparant ses pigments pour le chef-d'œuvre à venir. Le train avait achevé sa descente et roulait maintenant à une vitesse régulière sur un haut plateau. Le paysage, libéré de l'emprise des gorges étroites et des forêts profondes, s'ouvrait en un vaste amphithéâtre naturel. La neige, sous cette lumière nouvelle et changeante, n'était plus cette entité bleutée ou argentée de la nuit. Elle se parait de couleurs douces et impossibles, des roses nacrés, des lilas délicats, des bleus si pâles qu'ils semblaient des souvenirs de couleurs. Chaque congère, chaque champ labouré par le vent, chaque toit de ferme isolé devenait une toile où se jouait un subtil camailleux de pastel, une symphonie silencieuse de teintes que seul le lever du soleil en hiver pouvait révéler. Les ombres, auparavant nettes et bleutées, s'adoucissaient, se teintaient de mauve et de lavande, allongeant démesurément les formes des meules de foin et des bosquets d'arbres. Léo regarda son reflet dans la vitre. Il se surprit. Le visage qui lui était renvoyé n'était plus tout à fait le même que celui qui avait quitté la ville. Les traits tirés, la tension autour de la bouche qui creusait 2 sillons amers, l'ombre de fatigue sous les yeux, tout cela s'était atténué. Les poches sous ses yeux avaient diminué, la peau semblait moins grise, moins marquée par les nuits d'insomnie devant les écrans. Son regard, surtout, qui fuyait le sien au départ, semblait maintenant plus calme, plus posé, capable de soutenir son propre reflet sans honte ni fuite. La nuit avait opéré son alchimie lente et patiente. La fatigue nerveuse, celle qui usait et rongeait, celle des pensées en boucle et des angoisses sourdes, avait été remplacée par une lassitude physique saine, apaisante, presque voluptueuse, celle qui suit un effort accompli ou un long repos. Il repensa à la femme au manteau rouge. Il ne cherchait plus à savoir si elle était réelle ou non, si elle avait été un fantasme ou une voyageuse comme lui. Elle était devenue un symbole dans le récit de sa nuit, un point de couleur vive et courageuse sur la toile monochrome, un rappel que, même dans la solitude la plus absolue et le silence le plus profond, il existait des éclats de mystère, de beauté et de résistance. Elle était le jalon qui marquait le passage de la nuit noire à la nuit étoilée, puis à cette aube naissante. Le premier rayon de soleil direct, bas sur l'horizon, frappa la vitre avec une intensité aveuglante. Il fit étinceler le gifre, transformant la fenêtre en un kaléidoscope géant de prismes minuscules, projetant sur les parois du compartiment une danse de lumière irisée, des taches de couleur pure qui tremblotaient au rythme des vibrations du train. La lumière inonda l'espace, tiède et dorée, chassant les dernières ombres réfugiées dans les coins. Léo ferma les yeux, sentant sa chaleur bienfaisante sur ses paupières, sur son visage. Une caresse tangible après les heures de froid et de pénombre. C'était une lumière qui ne brûlait pas, qui nourrissait. Le train siffla, un son clair, joyeux et libérateur qui annonçait les plaines et la fin prochaine du voyage. Mais Léo n'éprouva aucune tristesse, aucune appréhension.
Le but n'avait jamais été la destination, mais la traversée elle-même. Il avait traversé la nuit et les montagnes, mais il avait surtout traversé ses propres paysages intérieurs, ses zones d'ombre, ses déserts d'ennui et ses forêts de doute. Il était entré dans ce train un homme épuisé, hanté par le bruit du monde, un étranger à lui-même. Il en sortirait lavé, silence et lumière mêlés en lui, réconcilié avec le calme qui habitait son propre cœur. Il s'enfonça dans son siège, un sourire paisible, profond, ancré aux lèvres. Ce n'était plus le sourire fragile de celui qui espère, mais celui serein de celui qui a trouvé. Le train filait maintenant vers le jour nouveau, emportant avec lui un homme nouveau, ou du moins un homme retrouvé, réparé. Les roues martelaient un nouveau rythme, plus vif, plus enjoué, une mélodie différente de la berceuse nocturne, une musique de renouveau. Et tandis que le paysage défilait, inondé de soleil, que les dernières traces de neige se faisaient plus rares, laissant place à des champs bruns et à des prairies gelées, Léo ferma les yeux et se laissa bercer une dernière fois. Non plus pour fuir, mais pour savourer ces derniers instants de grâce, pour imprimer en lui la sensation de plénitude, pour ancrer dans sa mémoire cellulaire cette paix retrouvée, avant le retour au monde. Il savait que la vie l'attendait, avec son bruit, ses exigences, sa folie. Mais il savait aussi désormais qu'il emportait avec lui une forteresse intérieure. Il lui suffirait de fermer les yeux, n'importe où, n'importe quand, pour retrouver le bercement du wagon, la danse des flocons dans la nuit, le regard de la femme en rouge, le silence immense de la panne et les couleurs pastel de l'aube sur la neige. Il avait fait le plein de silence, et ce silence serait son armure. Quand il rouvrit les yeux, la gare était là, concrète, bruyante, lumineuse. Les portes s'ouvrirent sur un flot de bruit et de mouvements précipités, une cacophonie de voix, de roulements de valises et d'annonces sonores. L'air sentait le café brûlé et le diesel. Il descendit, sentit le sol stable sous ses pieds, l'air froid du matin en plaine lui picorait la peau, différemment de l'air des montagnes, il était arrivé. Il se retourna une dernière fois vers le train, immobile, massif, couvert de la poussière grise du voyage et des restes de neige fondue, il semblait à présent endormi, épuisé, vulnérable, une bête mythologique rendue à son insignifiance diurne. Les ouvriers s'affairaient déjà autour de lui. Léo le regarda avec une étrange et profonde gratitude. Cette nuit n'avait pas été une parenthèse. C'était une leçon de géographie intérieure, une carte redessinée de son calme intérieur. Il sortit de la gare, sans hâte, et leva les yeux vers le ciel, d'un bleu pâle et lavé, sans nuages. Quelque part, très loin derrière lui, au-delà de l'horizon, les montagnes qu'il avait traversées veillaient toujours, blanches et silencieuses, éternelles. Il les portait en lui maintenant. Elles faisaient partie de son paysage permanent. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air urbain, différent, mais qu'il pouvait désormais affronter. Le voyage était terminé. Le vrai voyage, celui qui consistait à habiter pleinement sa propre vie, venait de recommencer. Et cette fois, il ne partirait pas les mains vides, il emportait avec lui la neige, la nuit, le silence et cette paix profonde, dure comme le roc, qui ne le quitterait plus.